Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, député La République En Marche du Rhône. Alors Lyon, la Chambre régionale des comptes n'a pas trouvé de traces de travail effectif pour l'ex-compagne de Gérard Collomb, qui est fonctionnaire à la ville. Elle est soupçonnée d'emploi fictif. Votre réaction ? Ma réaction, c'est d'abord qu'il faut laisser travailler la justice. Alors évidemment, ça résonne comme des manœuvres politiciennes qu'on a connues avec François Fillon notamment à l'époque. Alors le procès est en cours, donc on va voir ce que ça va donner. Donc avant de jeter l'opprobre, moi je fais confiance en la justice et je ne voudrais pas qu'on retombe dans ces querelles politiciennes au niveau local. Ça perturbe déjà suffisamment le national pour ne pas rentrer dans ces détails. Maintenant ma réaction, c'est si les faits sont avérés, ils sont effectivement très graves. S'ils sont simplement démentis par la justice, il faudra aussi passer à autre chose en politique. Gérard Collomb lui a déjà répondu en disant qu'un travail avait été effectué. Ça, je ne sais pas, c'est ce que je vous dis, on rentre dans le justiciable. Un sondage Ipsos pour France Info donne ses résultats pour le moment pour la métropole, 31% pour Gérard Collomb, 15% pour David Kimmelfeld, son concurrent. Vous avez tenté de mettre fin à cette guerre fratricide. Où en êtes-vous maintenant ? Je continue d'une façon un peu obsessionnelle et qu'on dit désespérée parfois, mais je pense que si justement ce sondage démontre une chose, c'est que si on était unis, le match serait plus ou moins clairement plié, puisque les deux réunis représentent 45% des votes, donc ça serait quand même une avance considérable. Aujourd'hui, on est dans cette ambiguïté, et on sait que quand des équipes se battent trop et trop longtemps, le report des voix sera de plus en plus compliqué. Il y a encore un espoir ? Moi, je garde toujours l'espoir et je pense que la raison sera surtout pas de savoir qui va gagner, mais qui peut faire perdre. Gérard Collomb, il évoque l'ingratitude de certains députés En Marche qu'il a aidé à faire élire. Vous en faites partie ? Moi, la position que j'ai aujourd'hui est très claire. Je veux appeler à cette union et je n'ai pas d'ingratitude. Il n'a pas à nous qualifier de quelque manière que ce soit. Je pense que il attendait plus de soutien, manifestement. Il attendait plus de soutien. On l'a soutenu d'une façon résolue. Moi, ça fait 18 ans que je soutiens Gérard Collomb dans ses actions au niveau de la mairie, d'ailleurs remarquable, de la métropole, remarquable. Il y a un moment donné où il faut surtout proposer une vision. Et je pense que les députés là-dessus, comme tous les citoyens de Lyon, prennent des positions qui sont les leurs. Je rappelle que la mienne, c'est d'une façon têtue de convaincre les deux camps de se rapprocher. À qui ça va profiter pour finir ? Ça peut profiter il y a plusieurs hypothèses, mais ça peut profiter à une alliance contre nature, mais entre tout le bloc anti-Collomb, j'allais dire, l'alliance de l'opposition, avec les Verts qui commencent à véritablement pousser très fort. Donc soit carrément dans une conquête de la métropole, et là c'est une hypothèse qu'il faut prendre aujourd'hui, soit en tout cas dans un poids très important au niveau du conseil métropolitain qui pourrait handicaper les développements et l'élan lyonnais qu'il y a aujourd'hui. Alors justement, vous êtes aussi candidat pour être tête de liste pour les métropolitaines, l'élection métropolitaine pour Villeurbanne. Et puis vous avez rejoint tout récemment le mouvement radical. Vous n'avez pas trouvé tout votre compte En Marche ? Non, je pense qu'il y a une étape, en tout cas personnelle, dans mon évolution politique qui nécessite qu'on aille plus en profondeur sur l'idéologie, sur les valeurs. J'ai toujours dit depuis le début qu'il y avait une cohésion à En Marche qui était la cohésion du programme du président de la République. Il n'y avait pas de cohérence qui serait une idéologie, si on peut dire ainsi. Et je retrouve dans le mouvement radical énormément de valeurs qui m'ont attiré dans En Marche, et ceci depuis longtemps. Le mouvement radical travaille depuis 1901, c'est le plus vieux parti de France. C'est une tradition historique lyonnaise, oui. Oui, et c'est une tradition historique lyonnaise, donc il y a une espèce de convergence. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Lyon est le berceau un peu de la Macronie, parce qu'on avait ses racines profondément radicales localement. Donc je pense que si on peut mêler les deux, si on peut arriver à faire un pont entre le plus vieux parti de France et le plus jeune, on a certainement des chances de pouvoir structurer d'une façon pérenne nos valeurs. Lyon, c'est aussi la ville où un étudiant a tenté de s'immoler par le feu. Hier, l'université Lyon 2 a dû être fermée. Ces mouvements étudiants, avant la mobilisation sociale annoncée, comment y répondre ? Il faut en tout cas les écouter. Et il faut savoir pas les traiter comme une espèce de crise d'adolescence. Je pense qu'il y a quelque chose de profond derrière. Il faut les nuancer. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, sur une exception, sur un drame terrible, humain, personnel, généraliser une précarité. On a fait beaucoup
Vous trouvez excessif les dénonciations de cette précarité? Je crois que quand la jeunesse se réveille, quand les étudiants se réveillent, il n'y a rien d'excessif, il y a quelque chose de normal dans l'hyper-réaction. Je dis nous, en tant que responsables politiques, on doit nuancer le fait que, heureusement en France, nous avons la plupart des étudiants, la très grande majorité des étudiants, qui ne sont pas dans ces situations extrêmes. Et on a la chance dans un pays où on peut justement étudier avec de l'effort, avec du travail, on peut changer de statut social. Alors on pourrait en débattre pendant des heures, il y a des gens qui sont certainement pas d'accord avec cette analyse parce qu'on voit des cas qui sont dramatiques. Le cas de ce jeune homme est terrible, c'est un échec terrible de non-identification du drame. Mais au-delà de ça, il révèle autre chose, c'est qu'effectivement le pays est quand même hypersensible à toute réaction, que ce soit les étudiants, les manifestations. On va le voir effectivement. Alors l'hôpital aujourd'hui, les transports le 5 décembre. Le gouvernement doit-il lâcher du lest finalement? Et si oui, sur quoi? En tout cas, c'est un dilemme terrible. Est-ce qu'on continue dans la transformation du pays, ce qui serait plutôt ma position, et de dire effectivement, on sait que c'est très difficile, il faut passer un cap, parce que ce ne sont pas des réformettes que nous proposons, ce n'est pas une réforme de la retraite, c'est une transformation de notre système de retraite dont le pays a besoin. Ce ne sont pas des réformettes qu'on propose sur l'assurance chômage. Cette réforme des retraites, il faut l'appliquer telle qu'elle ou dire, bon, ça sera dans 40 ans? Non, c'est certainement pas dans 40 ans, c'est pas non plus demain matin 8 heures, c'est justement pour ça qu'on veut relancer une concertation, mais tout le monde va devoir lâcher du lest. On ne pourra pas rester dans des positions extrêmes et voir couler Sur quoi lâcher du lest? Justement, sur ces délais, savoir comment on va traiter ces niches particulières, sans rentrer dans le systématique, l'objectif étant que tout le monde puisse avoir une retraite décente à terme. Donc Delevoye a proposé des choses intéressantes. Quand il dit qu'il y aura un minimum de retraite à 1 000 €, il y aura une égalité totale sur la retraite. Ce sont des pistes quand même qu'il faut creuser et il ne faut pas que les gens restent... Encore des marges de négociation. L'élan réformateur des débuts du quinquennat, il est épuisé? Non, justement, je pense qu'il faut le régénérer. Et cette demande, il faut soit l'analyser comme une révolte et une résistance au changement, soit au contraire, la prendre comme une énergie à canaliser pour expliquer encore et toujours la pédagogie de la transformation que nous menons depuis le début, avec quand même des résultats. On voit bien que l'emploi repart, la confiance d'entreprise repart, et quand le moteur économique... Petite baisse de régime ce matin avec les derniers chiffres de l'INSEE sur l'emploi. Oui, mais bon, si on regarde juste... c'est un petit peu comme cours de bourse, si on le regarde d'une façon... quotidienne ou même toutes les heures, on va s'angoisser. L'important, c'est la tendance de fond, et la tendance de fond est plutôt satisfaisante. Cet élan réformateur dont on parle, le risque, c'est de perdre la droite si on y renonce? Non, je ne pense pas qu'on raisonne comme ça. Je pense que le risque... Vous parliez de dilemme tout à l'heure. Il y a un dilemme. Non, mais le risque, c'est notre pays. Le risque, c'est la solidité de notre pays sur l'échiquier mondial. Donc le risque, c'est de bien comprendre que si on ne fait pas cette mutation, cette transformation de notre pays, on risque de se retrouver en panne comme on l'a trop été au cours des 40 dernières années. Le recul sur l'ouverture en soirée des magasins, c'est pas un mauvais signal? C'est un signal en tout cas inutile. Voilà mon avis, c'est que... Inutile. Oui, inutile, parce qu'on n'avait pas reculé là-dessus. C'est quelque chose qui était intelligemment Pourtant, on a reculé pensé. le gouvernement a reculé très vite. Vous me demandez mon avis. Moi, je vous dis, je pense que c'est un signal inutile. Je pense parce que c'était une bonne initiative. C'était une initiative intelligente et surtout, comme vous dites, ça fait une espèce de petit coup de canif dans le contrat de transformation et ça fait douter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'arrêter de douter. Il faut prendre une voie. Soit on dit on fait une pause et on le dit clairement, ce ne serait pas mon option. Soit on dit on ne fait pas de pause et on avance et on résiste en discutant, en dialoguant, pas d'une façon péremptoire, pas d'une façon arrogante, mais au contraire d'une façon très partagée, mais on continue d'expliquer que cette transformation est nécessaire. La majorité dont vous faites partie, elle a les nerfs pour justement affronter cette contestation? Vous savez, la majorité, elle est comme tout le monde, elle a ses doutes, et donc on a forcément des partis de la majorité qui disent pas là, etc. On est dans une négociation, mais c'est la force de ce mouvement en marche, c'est d'être magmatique, c'est de laisser les gens s'exprimer, de pouvoir se développer différentes opinions et tendances. Mais dans les moments où ça tangue, on a besoin d'être plus soudés. Oui, enfin moi je constate quand même qu'il n'y a pas d'affirmation de fronde, les votes opposés ou sont marginaux par rapport à la masse de la majorité. On reste d'une façon, encore une fois, on a une très grosse cohésion par rapport au programme pour lequel on a été élu. Merci Bruno Bonnell. Je vous en prie.